Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de votre journal. 1960-2020, cette année, 14 anciennes colonies françaises célèbrent leur accession à la souveraineté nationale. Nous reviendrons au cours de cette édition sur cette marche vers l'indépendance. Le gouvernement soudanais envisage d'intégrer d'anciens rebelles dans l'armée nationale, un effort de paix concrétisé par la signature d'un accord avec le mouvement populaire du Soudan Nord. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Bénin où une initiative a été développée pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes défavorisés et déscolarisés, et plus particulièrement auprès des jeunes filles pour en faire les leaders de demain. Mais avant de développer ces titres, la Libye s'avance vers un cessez-le-feu immédiat. L'annonce de cette décision a été faite par les deux autorités rivales, le gouvernement d'union nationale et le parlement de Tobrouk à l'est du pays. En parallèle de ce cessez-le-feu, les deux entités ont annoncé séparément l'organisation prochaine d'élections. En Afrique, l'année 2020 rime pour bon nombre de pays avec le 60aire de l'indépendance. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, ce sont en tout 14 nations qui se sont affranchies de l'administration française. Que reste-t-il aujourd'hui des mouvements indépendantistes? Où en est la démocratie? Élément de réponse dans ce sujet de Gladys Mwamba. 1960-1920, voilà 60 ans que 17 pays d'Afrique subsaharienne ont accédé à leur indépendance. Parmi eux, 14 anciennes colonies françaises. Un bal qui s'est ouvert en janvier 1960 avec le Cameroun pour se clôturer en octobre de la même année avec le Nigeria. Mais 6 décennies plus tard, où en est l'Afrique dans sa marche vers l'indépendance? Peut-on redouter que l'Afrique fasse du surplace? Du surplace, non. Pendant cette période, malgré les divergences, il y a eu la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était un compromis historique important. Et il y a eu quand même, au niveau de l'Afrique, le soutien au lieu de libération parce que tous les pays africains n'étaient pas arrivés à l'indépendance en 1960. La création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, ancêtre de l'Union africaine, marque l'entame d'un nouveau chapitre en Afrique pour une convergence politique d'intérêt commun pour les 55 pays du continent face au reste du monde et pour tourner la page du colonialisme, du moins sous sa forme de domination politique. La grande majorité des pays africains optent pour l'instauration du socialisme scientifique, que d'autres appelleront socialisme bantou comme la République du Congo, même si le processus s'avère être plus compliqué que prévu à mettre en œuvre. Les peuples dominés considéraient, d'autres continuent de considérer aujourd'hui le socialisme comme une organisation de justice sociale. Beaucoup se sont tournés vers les pays de pacte de Varsovie et ont choisi la voie du socialisme comme la voie de la justice sociale, du juste partage du fruit du travail. Un schéma socialiste qui s'est effondré à la fin des années 1980 sur le continent africain avec la suspension des aides économiques de l'URSS. Désormais indépendants, les pays africains veulent débloquer leur potentiel économique et politique pour faire face à la spirale de la mondialisation. Mais pour beaucoup d'analystes, la vision des dirigeants 60 ans après l'indépendance reste encore floue, voire trop dépendante de l'Occident. Un pas a été franchi dans la consolidation de la paix au Soudan. Le gouvernement a signé un accord avec le mouvement populaire du Soudan Nord, un accord portant sur l'intégration de ces derniers dans l'armée d'ici 39 mois, et ce, après des années d'insurrection. Corinne Kamseweone. C'est un accord qualifié d'historique par les protagonistes. Le gouvernement soudanais et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord ont en effet signé le lundi 17 août un accord pour l'intégration des combattants rebelles dans l'armée. L'accord signé au Soudan du Sud voisin stipule que les combattants rebelles resteront dans les monts Nouba et le Nil Bleu sous le commandement de l'armée soudanaise pendant 14 mois avant de se redéployer dans d'autres régions du pays pendant 13 mois. Nous participons au développement, à la réforme et à la construction de forces armées fortes et efficaces qui reflètent la diversité et qui ont une nouvelle doctrine militaire soudanaise qui est loin de la politisation.
Cet accord découle d'une série de négociations entamées à Juba en octobre 2019. Après la chute du président Omar el-Béchir, les groupes rebelles déjà en activité depuis 2003 ont poursuivi leurs revendications. Celles-ci portaient sur le retour des réfugiés, le partage du pouvoir, la destruction des biens pendant le conflit et l'intégration des forces rebelles dans l'armée. Cet accord constitue une avancée réelle dans la stabilisation et la normalisation de la vie politique au Soudan. On se rappelle évidemment que pendant les 3 décennies dont a duré le régime de El-Béchir, lors du début des contestations, au début des années 2000, il n'y a jamais eu un accord aussi historique avec ces mouvements rebelles. Nous avons une transition politique qui reste fortement affaiblie et qui a besoin évidemment de lancer des signaux forts à la communauté internationale. Un groupe rebelle de la région ouest du Darfour et une importante faction du mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz Al-Hilou, se sont retenus des négociations de paix. Rappelons qu'à la fin de la période de transition de 39 mois, toutes les unités rebelles seront démantelées. Fraîchement installé après avoir renversé le pouvoir de Ibrahim Boubacar Keïta, le Comité national de salut public a dévoilé ses ambitions face à la presse. L'entité a notamment appelé les populations à reprendre leurs activités dans le calme, le temps de concrétiser une transition. Mokhtar Barry nous en dit plus. Le mardi 18 août, une mutinerie menée par des soldats de la garnison militaire de Kati s'est soldée par un coup d'État ayant contraint Ibrahim Boubacar Keïta à la démission. La démission du président actée, un comité national de salut public est mis en place par les officiers supérieurs de l'armée malienne, dirigé par le colonel Assimi Goïta. À travers un point de presse, la junte rassure les Maliens. Le comité national pour le salut public, CNSP, remercie et salue l'engagement citoyen du peuple malien et son attachement à la démocratie. Il tient par la présente à remercier l'ensemble des organisations de la société et celles de la presse nationale et internationale ici présentes. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'exertion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Les manifestants du M5 RFP qui avaient paralysé les activités socio-professionnelles devront normalement reprendre ce jeudi, assure le Comité national de salut public. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que les lieux de travail. En attendant, le Mali fait l'objet de sanctions de la CEDEAO qui a convoqué un sommet extraordinaire sur la situation qui prévaut au Mali. Et dans cette quête de transition démocratique, le CNSP est soutenu par la coalition d'opposition M5 RFP. Le mouvement du 5 juin, un rassemblement des forces patriotiques, a en effet pris acte de la volonté du CNSP et a annoncé vouloir collaborer avec la junte militaire. Le M5 RFP n'est néanmoins pas totalement rallié au CNSP. Ce vendredi, la coalition hétéroclite d'opposition a mené une manifestation à Bamako pour fêter la victoire du peuple. Les réactions après le coup d'État au Mali se succèdent. Conformément à la décision de la CEDEAO, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de fermer ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec le Mali. Décision qui a non seulement des conséquences institutionnelles, mais aussi économiques, notamment sur l'ensemble des banques et institutions financières ivoiriennes. Aménédi. La Côte d'Ivoire a décidé de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali à compter du mardi 18 août jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué provient du ministère ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation et répond à la décision de la CEDEAO qui condamne le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette situation politique n'est pas sans répercussions économiques. C'est une décision lourde parce que vous savez que le Mali c'est le premier importateur de la région de l'UMOA avec environ 35% de parts
de marché. Et donc, ça pourra aboutir effectivement à l'asphyxie du Mali, dans la mesure où plus de transport de marchandises d'aucune sorte, plus de transport de passagers, le monde des affaires, le monde touristique, tout ce qui a création de richesses et d'échanges est désormais suspendu. Au nombre des mesures prises, on note l'arrêt de tous les flux et transactions commerciales et financières à destination du Mali. Cela pourrait porter un coup à la croissance nationale, déjà en proie à d'énormes insuffisances, surtout en cette période de crise sanitaire. Conséquence immédiate pour le Mali, baisse de la croissance, baisse du produit intérieur brut, destruction de milliers d'emplois. Parce que quand vous avez toute une chaîne économique qui est suspendue, qui est arrêtée brutalement, quand une entreprise ne peut pas faire des virements ou bien recevoir de l'argent à partir de ses fournisseurs, c'est la catastrophe. Le Mali s'approvisionne énormément à partir de la Côte d'Ivoire. Si tous les pays de la sous-région se mettent à appliquer les mêmes sanctions au dépôt du bilan du Mali. À la suite d'une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne, le pays fait face à d'énormes défis, dont celui de prendre en charge son statut économique qui fait déjà les frais d'une sanction venant de l'instance sous-régionale. Prenons à présent la direction du Cameroun où les pièces de monnaie font défaut et se rendent dépit d'une injection massive de liquidités il y a quelques mois par la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale. Baisse des recettes, dégradation des relations clients, certains économistes soulignent la gravité de la situation. Les détails avec Thierry Ndassa. La rareté des pièces de monnaie reste d'actualité au Cameroun. Indispensable pour les courses quotidiennes et les petites transactions, ces pièces métalliques ne sont plus monnaie courante depuis juillet 2018. Dans les grandes surfaces commerciales, l'impact de la rareté des pièces de monnaie est clairement perceptible. Les recettes de ces entreprises sont considérablement perturbées. La difficulté de trouver des pièces ou bien de mettre à la disposition des clients les petites monnaies a fait qu'on ait du mal à rembourser justement. Et le fait de ne pas pouvoir rembourser a fait que nous fassions malheureusement quelques sacrifices malgré nous. C'est-à-dire qu'on a enregistré d'énormes pertes de recettes. J'explique. On a dû arrondir la plupart du temps les prix vers le bas pour finir par trouver le moyen de rembourser par exemple les clients afin qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes de ce genre. Maintenant, entre autres choses, on a dû la plupart du temps laisser partir les clients afin d'acheter comme ça une espèce de paix sociale afin qu'on n'ait pas de tensions et des remue-ménages en surface. Le paiement par voie électronique ne suffit pas à combler ce besoin en pièces de monnaie. Les supermarchés, pour sauver leurs recettes et surtout garder leur clientèle, proposent aux clients des solutions de contournement dans l'attente d'un nouveau renflouement de pièces sur le marché. Maintenant, l'autre solution que nous avons trouvée, c'était la mise sur pied des bons d'achat, tickets de bons d'achat. C'est-à-dire quand un client arrive à la caisse, si on se rend compte qu'il faut lui rembourser 300 ou 400 francs CFA et que c'est difficile, on lui propose gentiment l'élaboration d'un bon d'achat. Maintenant, le bon d'achat en question, il va avec sa valeur d'argent, effectivement, il revient faire ses courses toujours en surface avec. Mais autre chose que nous avons pensé à mettre sur pied, c'est que nous avons équipé toutes nos caisses des terminaux spéciaux afin de favoriser le paiement par voie électronique. Pour les économistes, le problème doit être abordé avec plus de profondeur. Certains appellent à la révision de la politique monétaire de certains pays africains. Est-ce que cette monnaie, il faut tant de temps pour la mettre à la disposition du peuple? Je ne sais pas. En tout état de cause, c'est un problème très sérieux et il conviendrait que nos pays réfléchissent à la possibilité au moins de partager la capacité de fabriquer la monnaie dont nous faisons usage. La Banque des États de l'Afrique centrale annonçait pourtant en juillet 2019 des commandes de pièces de monnaie pour une livraison prévue au mois de novembre de la même année. Promouvoir le leadership des jeunes déscolarisés et favoriser l'émancipation des filles à travers l'entrepreneuriat, tel est l'objectif du projet She's Great, mis en œuvre par l'association dénommée Volontaires itinérants actifs pour le mieux-être des populations au Bénin. Une quinzaine de filles déscolarisées sont formées dans divers secteurs d'entrepreneuriat dans un quartier périphérique de Cotonou. Notre correspondant à Cotonou, Leftionou, nous en dit plus. À l'instar de nombreuses organisations de la société civile, l'association dénommée Volontaires itinérants actifs pour le mieux-être des populations VIAMI, créée en 2016, mène diverses actions dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement au bénéfice des populations et communautés du Bénin.
Préoccupée par l'éducation, la formation et le leadership des filles déscolarisées, l'association Viami a fait bénéficier le programme dénommé She's Great at Ladi à 15 jeunes filles de ce quartier périurbain de Cotonou intitulé Ladi. Je suis convaincue et j'en ai eu la preuve depuis le début de ce programme She's Great at Ladi que les filles déscolarisées doivent être prises en compte. Elles ont du potentiel. Nous continuerons le travail parce que elles ont des activités communautaires qu'elles mèneront au cours des 6 mois que dure le projet. Ça sera pensé par elles, ça sera mis en œuvre par elles. À travers le projet She's Great at Ladi, les bénéficiaires ont entre autres été outillés à la transformation agroalimentaire, l'agriculture hors sol, la préparation de savons liquides et la fabrication des emballages biodégradables. Très enthousiastes, les jeunes filles du quartier Ladi se sont exprimées au cours des différents ateliers de formation. À l'étape de mentorat et de coaching, les bénéficiaires devraient prendre le lead sur le projet. Le camp de formation sera sanctionné d'une fois d'exposition de leurs œuvres. Toutes les connaissances que j'ai acquises, je les mettrai en pratique. Je suis désormais aguerrie et déterminée en vue d'entreprendre et impacter mon entourage. Le projet She's Great at Ladi vise à non seulement promouvoir le leadership des jeunes déscolarisés, mais aussi favoriser l'émancipation des filles à travers l'entrepreneuriat. A noter que le programme She's Great at Ladi est une branche du grand projet She's Great, initié par le département d'État américain, piloté par l'organisation IRES. Triste record pour la République démocratique du Congo, avec près de 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans touchés par la malnutrition chronique. La RD Congo est, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre le plus touché par la malnutrition. Dans le pays, les actions se multiplient pour inverser la tendance. Paul Mercel Mayagi. En marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, un communiqué du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a indiqué que la République démocratique du Congo est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants présentent un retard de croissance sur fond de malnutrition. Le pays compte près de 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans touchés par la malnutrition chronique. Dans un pays qui traverse une période d'instabilité politique et de déchirements sociaux, ethniques et économiques, il y a notamment des répercussions sur la couche de la population la plus vulnérable, à savoir les enfants. C'est qu'un enfant a besoin, par exemple, d'une bonne dotation alimentaire en substances de fer pour bien construire l'organisme de l'enfant. Le jeune Congolais de moins de 5 ans est donc face à cette malnutrition due à l'instabilité sociopolitique, à l'instabilité socio-ethnique et clanique. Face à cette situation, des actions se multiplient dans le pays pour favoriser une meilleure alimentation des enfants. Des campagnes sont organisées dans le pays pour promouvoir l'allaitement maternel et aider les mères dans ce sens. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le programme national de nutrition, encourage les femmes à continuer de donner uniquement du lait maternel à leurs bébés au cours des 6 premiers mois de leur vie, y compris dans le contexte de la COVID-19, quel que soit le statut COVID-19 de la mère ou de l'enfant. Selon les recherches réalisées par les ONG Alive and Thrive en juin 2019, la République démocratique du Congo dépense 409 millions de dollars américains chaque année pour le traitement des maladies et l'achat des substituts de lait maternel. Ces dépenses s'évaluent aussi en perte de productivité en raison des déficits cognitifs liés à l'absence d'allaitement. Dans le reste de l'actualité, en Somalie, un projet de loi sur les mariages forcés des enfants fait polémique. La loi portant sur l'autorisation sur le mariage forcé, tant que la famille donne son consentement, a pour objectif de donner plus de protection aux femmes. Grazela Tchakounte. Encore des enfants, mais déjà des épouses. Des millions de jeunes filles mineures connaissent ce triste sort sur le continent africain. Et alors que des organisations internationales de défense des droits de femmes se battent pour mettre un terme à ce fléau, la Somalie rame à contre-courant. Un projet de loi visant à légaliser le mariage des filles dès l'âge de 10 ans a été déposé devant le Parlement ce mercredi par un allié de la mouvance présidentielle, provoquant un tollé quasi général. Ce projet de loi qui sera appliqué dans ce pays touchera surtout les plus vulnérables et les plus pauvres, n'est-ce pas? Et les hommes et les femmes qui adoptent cette loi n'y seront même pas soumis car leurs enfants à eux vivent dans un pays sûr où les droits des enfants sont protégés. Il faut dire qu'au-delà du drame humain, il y a le drame sanitaire.
Les jeunes filles qui subissent les mariages forcés ou précoces sont plus exposées aux maladies sexuellement transmissibles. À cela s'ajoutent des violences domestiques, des viols et abus, mais également un risque accru de décès ou de blessures durant l'accouchement. La plupart des femmes et des filles ici ont été mariées à 13 ans et se retrouvent souvent avec 4 ou 5 enfants à 20 ans. Ensuite, l'homme divorce d'elle ou là-bas. Il déjeune en ville et revient l'estomac plein. La mère et les enfants, quant à eux, n'ont personne pour les nourrir. Et quand ils ne trouvent pas à manger à son retour, la violence et les coups commencent. Ce projet de loi est un revers majeur dans un pays qui avait pourtant convenu avec l'ONU d'améliorer ses lois sur les violences sexuelles. Une pétition pour lui barrer la route a d'ores et déjà recueilli des milliers de signatures. Trouvera-t-elle grâce auprès des décideurs? Les députés somaliens ont rendez-vous avec l'histoire. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.